Salut les amis! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer une notion fascinante à laquelle probablement chaque fan d'histoire romaine a pensé. Est-ce que Rome aurait pu s'industrialiser? Et si oui, à quoi aurait ressemblé un empire romain industrialisé? Et comment le monde serait-il aujourd'hui dans une telle réalité alternative? Où pourrait être le point de divergence pour ce fascinant scénario de « et si ». Eh bien, chers amis de l'Empire romain, explorons ensemble cette notion fascinante. Si vous m'aviez demandé il y a 20 ans quand ma fascination, ou plus correctement, mon obsession pour la Rome antique a commencé, si l'Empire romain aurait pu s'industrialiser, ma réponse aurait été un oui retentissant. Rome n'était-elle pas finalement une société très avancée technologiquement? Dans la dernière vidéo, lien dans la description, nous avons exploré les technologies romaines les plus avancées, et nous avons vu que, dans certains aspects, comme par exemple dans le CA du béton romain, ils étaient tellement en avance sur leur temps que nous les copions même aujourd'hui lorsque nous essayons d'optimiser notre propre béton moderne. Mais alors, si vous m'aviez demandé 10 ans plus tard si Rome aurait pu s'industrialiser, vous auriez peut-être obtenu une réponse complètement différente. Rome n'a-t-elle pas compté sur le travail des esclaves pour accomplir certaines de ses réalisations les plus audacieuses? Des centaines d'esclaves n'ont-ils pas travaillé dans les carrières pour tailler d'énormes morceaux de pierre pour la construction du Panthéon d'Adrien à Rome? N'est-ce pas d'innombrables esclaves qui ont travaillé dans les mines d'or et d'argent romaines, afin d'obtenir les métaux précieux pour la monnaie romaine? N'ont-ils pas été d'innombrables esclaves à travailler pour construire le Colisée romain, l'immense Amphithéatrum Flavium? N'était-il pas beaucoup plus difficile de réaliser une révolution industrielle dans l'Empire romain en raison de l'abondance de main-d'œuvre esclave bon marché, ce qui rendrait inutile l'invention de grandes machines? C'était alors mon point de vue, il y a 10 ans, que Rome ne voyait pas la nécessité de s'industrialiser, non, que c'était même découragé par les autorités romaines en raison de l'abondance massive mentionnée de main-d'œuvre humaine bon marché. Pendant ce temps, ayant eu 10 ans de plus pour réfléchir à cela, je suis arrivé à une conclusion plus équilibrée. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé par exemple de la première usine de production de farine à taille industrielle, qui en fait est le premier complexe industriel de l'humanité, à Barbegale, près d'Arles. Là-bas, les ingénieurs romains avaient construit ce que l'on peut appeler une ancienne méga-fabrique qui utilisait l'énergie hydraulique pour produire 4,5 tonnes métriques de farine chaque jour pour les citoyens de la ville voisine d'Arles. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où nous pouvons voir que le travail des esclaves n'était pas la réponse à tous les problèmes de l'Empire romain, et qu'il y avait effectivement le besoin de construire de grandes et complexes machines, et même des sortes d'usines. D'autres exemples sont les gigantesques roues à eau romaines, qui ont été trouvées sur de nombreuses mosaïques, indiquant que les Romains utilisaient l'énergie hydraulique à une échelle jusque-là inimaginable. Bien sûr, les Romains étaient particulièrement intéressés par les machines complexes pour l'utilisation dans la guerre. Les engins de siège, les balistes géantes et d'autres machines donneraient aux Romains un avantage tactique sur leurs adversaires et garantiraient la suprématie technologique sur les ennemis de l'Impérium. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire romaine, mais que vous n'avez pas le temps de lire des livres longs et encombrants, alors nous avons la solution parfaite pour vous. Avec Blinkist, vous pouvez comprendre les idées puissantes des livres non romanesques de manière extrêmement rapide et efficace. L'application extrait les points clés de longs livres et les place dans des explications en texte et audio de 15 minutes appelées Blinks. Blinkist dispose de 5000 titres dans 27 catégories différentes et bien sûr aussi des livres condensés sur l'histoire romaine. Quelle meilleure façon d'apprendre l'histoire romaine tout en se promenant ou en allant au travail? Cette excellente application vous permet de comprendre même les livres les plus complexes sur, par exemple, la chute de l'Empire romain en seulement environ 15 minutes, et vous pouvez même écouter et lire en même temps. J'ai, par exemple, écouté les 12 Césars du célèbre Suétone lui-même. Ce travail a des centaines de pages, mais sur Blinkist, j'ai pu l'écouter en seulement 24 minutes. L'histoire complète des 12 dirigeants de Rome, de César lui-même à Domitien, est décrite de manière très précise et divertissante.
Jamais auparavant, l'apprentissage de l'histoire n'a été aussi rapide, efficace et amusant. Vous obtiendrez un essai gratuit de 7 jours et 25% de réduction sur une adhésion premium lorsque vous vous inscrivez à Blinkist via notre lien spécial dans la description de la vidéo. N'hésitez pas et commencez à apprendre sur l'histoire ou d'innombrables autres sujets non fictifs aujourd'hui avec Blinkist. Les machines d'Archimède pendant le siège de Syracuse de 213 et 212 avant Jésus-Christ étaient fortes dans les mémoires des Romains, où les inventions du génie grec étaient utilisées assez efficacement pour couler de nombreux navires de guerre romains. Nous pouvons donc être très sûrs que les Romains auraient absolument adoré l'idée d'avoir des machines construites qui leur donneraient un avantage au combat. Un autre domaine où les Romains ont utilisé des machines est la construction. Ils ont utilisé des grues assez complexes, capables de soulever des pierres pesant des dizaines de tonnes pour la construction de leurs bâtiments impressionnants. Ceci est un autre exemple où le travail des esclaves seuls n'était pas suffisant pour atteindre leurs objectifs. Nous pouvons donc être assez sûrs que les Romains auraient adoré l'idée de machines à vapeur qui les aideraient à construire des temples plus rapidement, à construire des aqueducs plus rapidement, à parcourir les océans plus rapidement sur des trirèmes à vapeur, ou à produire des biens de toutes sortes, encore plus efficacement et en plus grande quantité, tels que des vêtements, de la vaisselle ou d'autres biens ménagers. Dans notre chronologie, cela ne s'est pas produit. Nous savons cependant qu'ils sont venus remarquablement près. De 10 à 70 après Jésus-Christ, donc dans le 1er siècle des empereurs romains, où le pouvoir de l'Empire était incontesté, vivait un mathématicien grec et inventeur de génie à Alexandrie. À l'époque, Alexandrie était la capitale intellectuelle de l'Empire, qui attirait d'innombrables savants de toutes sortes. Philosophes, mathématiciens, rhétoriciens, inventeurs, ils ont tous afflué à Alexandrie, car cette ville a traditionnellement vanté la plus grande accumulation de connaissances anciennes. Bien que, après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, lors de la guerre civile romaine en 48 avant Jésus-Christ, beaucoup de connaissances anciennes aient été détruites, on pense que la bibliothèque a continué et a été reconstruite. C'était une partie d'un complexe éducatif plus grand, le Musaïon. Même si la réputation de la ville en tant que capitale intellectuelle du monde a commencé à décliner à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, elle était encore la capitale intellectuelle de l'Imperium Romanum au 1er siècle après Jésus-Christ. Héron d'Alexandrie vivait et enseignait au musée. Nous avons parlé de nombreuses inventions dans la dernière vidéo. Certaines sont vraiment stupéfiantes et très modernes, comme les automates ou les pièces de théâtre programmables. Mais son invention la plus célèbre est certainement son néolipile, qui est en gros un précurseur de la machine à vapeur. Dans notre chronologie, Héron n'a pas compris le potentiel révolutionnaire de cet appareil. Il le considérait simplement comme un jouet. Mais que se passerait-il dans une autre chronologie s'il le faisait? Et si, dans une réalité alternative, par un éclair de génie, il se rendait compte de ce qui pourrait être fait avec son invention, comment la puissance de la vapeur pourrait être exploitée pour convertir cette énergie en mouvement, afin de propulser des navires, ou afin d'automatiser la production de biens dans les usines, ou afin de construire des chariots à vapeur qui se déplaceraient le long du vaste réseau routier romain. Cela servira de point de départ pour nos considérations. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo pour l'algorithme et abonnez-vous à cette chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune future vidéo, surtout ceux qui concernent la fin de l'Empire romain. Merci beaucoup, Mickey. C'est ainsi, à mon avis, avec Héron d'Alexandrie, où nous aurions pu voir la plus haute probabilité qu'un point de bifurcation se produise, où cette nouvelle chronologie dévierait de la nôtre. Dans cette chronologie alternative, Héron avait l'idée que l'éolipile pourrait être modifié de manière à exploiter sa puissance et la transformer en force utilisable. Il a commencé à expérimenter avec de nouveaux designs, comment le mouvement de rotation pourrait être rendu plus puissant, comment la puissance de la vapeur pourrait être exploitée plus efficacement. Il a conçu un nouveau design, pas trop différent des premiers designs de moteurs à vapeur de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle de notre chronologie. Il a travaillé pendant des années sur son moteur, abandonnant certains dessins, affinant d'autres, et après des années de travail,
Il pensait que son moteur était prêt à être testé. Et quelle meilleure façon de tester son nouveau moteur qu'une trière romaine. Aidé par ses étudiants au Musaïon et par quelques esclaves, il a installé la première machine à vapeur sur une trirème en l'an 60 avant Jésus-Christ. Les premiers essais étaient modestes, mais les essais ultérieurs étaient de plus en plus réussis. En l'an 62 après Jésus-Christ, la première trière à vapeur a ainsi été terminée. Du charbon était brûlé à bord. La chaleur résultante ferait se dilater la vapeur dans un récipient. Cette vapeur passerait ensuite à travers des conduits étroits, mettant en mouvement les grandes roues à eau qui propulseraient alors le navire. Les récits de son invention ont rapidement atteint Rome et d'autres villes de l'Empire. Bientôt, la marine romaine commencerait à équiper plus de navires avec la propulsion à vapeur. Cette nouvelle marine romaine aurait un avantage technologique suprême sur les autres navires de cette époque, faisant de l'Empire romain une superpuissance navale encore plus grande. Dans d'autres parties de l'Empire, de nouveaux inventeurs émergeraient, copiant les œuvres du légendaire Héron d'Alexandrie, qui était désormais célèbre dans tout l'Empire. Les premières voitures à vapeur ont commencé à être construites. Les marchandises pouvaient désormais être transportées le long du réseau routier romain plus rapidement que jamais auparavant, ce qui a entraîné une augmentation du commerce et donc de la richesse. Les inventeurs et entrepreneurs à travers l'Empire vont maintenant essayer de construire de nouvelles inventions. Une véritable ère d'innovation a commencé, soutenue par cette nouvelle économie plus efficace. L'exploitation minière du charbon est devenue encore plus importante, avec d'énormes quantités de charbon extraites dans les mines de charbon de l'Empire et acheminées vers les grandes villes. Les premières usines ont été construites dans les villes, afin d'augmenter la production de biens manufacturés. On verrait maintenant des cheminées s'élever dans les villes de l'Empire à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Les temples et l'architecture romains au premier plan, avec une toile de fond d'industrie, serait aujourd'hui une vue pas si inhabituelle dans les plus grandes villes de l'Empire romain. Hiéron, qui était maintenant décédé, avait transmis ses connaissances à ses disciples au Musaïon. Certains d'entre eux commenceraient à expérimenter leurs propres idées et inventions, basées sur les travaux précédents de Hiéron. Grâce à des voyages plus rapides à travers l'Empire, les idées se propageraient désormais beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Dans cette chronologie, en raison de la suprématie technologique de l'Empire, les tribus germaniques auraient beaucoup plus de mal à harceler les frontières de l'Empire. De nouvelles machines militaires à vapeur seraient employées, donnant à l'Empire la capacité de défendre ses frontières plus efficacement. De plus, une économie florissante permettrait une augmentation des recettes fiscales et une monnaie plus stable. Par conséquent, dans ce calendrier, une dépréciation de la monnaie ne se produirait pas comme elle l'a fait dans le nôtre. Vers 200 ans après Jésus-Christ, les premières expériences avec l'électricité commenceraient. Dans l'atelier de Lucius Cornelius Abiatus, on disait qu'on pouvait assister à des phénomènes étranges, où il émerveillait les spectateurs avec des démonstrations régulières de sa nouvelle énergie électrique, la puissance de l'électrum, comme il l'appelait. La première lampe d'électrum a été construite par lui en 214 après Jésus-Christ. Au milieu du IIIe siècle, nous verrions les premières installations de lumière en or alliées à Rome et plus tard dans d'autres villes de l'Empire. Une merveille de la technologie romaine. Rome serait maintenant illuminée même la nuit. Mais quel impact cela aurait-il sur la religion traditionnelle gréco-romaine? De nouveaux cultes émergeraient-ils qui vénéreraient les dieux de l'électrum? Un nouveau culte d'adorateurs de la technologie émergerait-il? Nous ne pouvons que spéculer, mais il se pourrait aussi que les anciens dieux continuent d'être adorés. L'énergie pour les illuminations serait fournie par des centrales à charbon. Bien sûr, cela aurait un impact sur l'atmosphère et la pollution de l'air commencerait à devenir un problème. Le réseau routier commencerait à être construit, permettant des déplacements plus rapides, mais maintenant des réseaux ferroviaires commenceraient à être développés, avec des locomotives à vapeur propulsant des trains comme dans notre chronologie. Les premiers systèmes de télégraphe seraient inventés, permettant une diffusion beaucoup plus rapide de l'information et donc des idées. Grâce à cette flambée de développement technologique, d'autres domaines connaîtraient également des avancées. La médecine ferait d'énormes progrès, augmentant ainsi l'espérance de vie moyenne des citoyens romains. Dans ce calendrier, le règne des 5 bons empereurs serait donc beaucoup plus long que dans le nôtre,
car ils jouiraient d'une bien meilleure santé. Par conséquent, la crise du IIIe siècle n'aurait pas lieu, et la Pax Romana durerait bien jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Dans un empire romain aussi avancé, le développement de la poudre à canon ne serait qu'une question de temps, donnant à l'impérium encore plus d'avantages sur ses tribus germaniques voisines, et aussi sur les Perses, et permettant à l'empire de croître encore plus facilement. Dans cette chronologie, nous aurions pu voir le spectacle étrange de légionnaires de la poudre à canon ou légionnaires mousquetaires. Il est impossible de savoir à quoi ressemblerait exactement le monde en 2022 après Jésus-Christ, si cela s'était produit. Même peu de temps après les premières machines hypothétiques à vapeur d'aéron, cette chronologie pourrait déjà paraître très différente de la nôtre. On ne peut que spéculer sur la manière dont de tels progrès technologiques romains affecteraient le reste du monde, et les problèmes sous-jacents de la société romaine ne seraient pas automatiquement résolus par le progrès de la technologie. Le système esclavagiste serait toujours extrêmement injuste, l'inégalité serait toujours omniprésente, et augmenterait même avec de nombreux nouveaux entrepreneurs faisant fortune grâce à ces nouvelles inventions. La corruption existerait toujours. Les gladiateurs mourraient toujours dans les arènes de l'Empire. Mais il est concevable que les avancées technologiques conduisent également à des avancées sociétales, comme dans notre chronologie. Une sorte de nouveau code moral aurait pu être développé par les penseurs de l'Empire. Des idées telles que les Lumières dans notre chronologie qui ont coïncidé avec des avancées technologiques auraient également pu se produire sous une certaine forme dans cette réalité alternative. Seulement grâce à cela, l'Empire romain aurait pu survivre. Il aurait fallu le réformer à un niveau fondamental. Un système de succession non résolu, la corruption, le travail des esclaves et une inégalité extrême ont grandement contribué à la chute de l'Empire romain dans notre chronologie. Ainsi, seulement si ces problèmes étaient résolus, l'Empire pourrait survivre. Des mouvements démocratiques ont peut-être eu lieu à un moment donné. Mais nous pourrions aussi imaginer une guerre civile, similaire à la guerre civile américaine, où la question de l'esclavage a mené à un affrontement de deux idéologies. Aurions-nous pu voir quelque chose de similaire dans l'Empire romain? Le côté le plus industrialisé aurait-il gagné, répandant leurs idées d'égalité et de droits de l'homme à travers le reste de l'Empire? Même un empire technologiquement supérieur s'effondrerait tôt ou tard si les questions fondamentales n'étaient pas résolues. Et il ne s'effondrerait pas à cause de menaces extérieures, mais à cause de guerres civiles constantes. Mais il est concevable que l'Empire romain de cette chronologie ait pu développer des idées similaires de droits fondamentaux de l'homme et d'égalité, et même avoir vu une certaine forme de mouvement démocratique. Si cela s'était produit, l'Empire romain aurait peut-être survécu et aurait ensuite colonisé le Nouveau Monde dans ses navires à vapeur, et aurait peut-être étendu ses frontières encore plus loin. Comme il aurait grandi si grand, il est tout à fait probable qu'il se serait divisé en unités plus petites, en sous-empires de sorte, tous avec des cultures et des idéologies légèrement différentes. Mais un empire occidental aurait pu rester toujours centré autour de Rome. D'ici 500 ans après Jésus-Christ, la ville de Rome de cette époque aurait pu se développer en une ville technologiquement très avancée et à peine reconnaissable. Seul le vieux niveau de base, rappelant aux voyageurs l'histoire ancienne de la ville, avec de nouveaux méga-bâtiments surplombant les anciens temples, dont beaucoup auraient certainement été démolis pour faire place à des structures plus imposantes. Déjà en l'an 1000 après Jésus-Christ, ce monde pourrait être technologiquement bien plus avancé comparé à l'année 2022 avant Jésus-Christ de notre chronologie. Les Romains auraient-ils alors colonisé la Lune, Mars et les autres planètes du système solaire? Très probablement, oui. Ces personnes se considéreraient toujours comme des Romains, car si l'Empire romain n'était pas tombé, tous les royaumes germaniques de notre chronologie n'auraient pas eu lieu. Pas de France, pas de Grande-Bretagne, ni d'Allemagne, seulement l'Empire romain occidental et les autres empires séparés, mais ceux-ci seraient également basés sur une société très romanisée. Des royaumes et des empires lointains se seraient également industrialisés grâce au commerce avec les multiples empires romains. Dans ce scénario, nous aurions donc pu voir le drapeau de Rome être planté sur la Lune, presque 1000 ans avant la date dans notre chronologie, puisque le Moyen Âge n'aurait pas eu lieu,
nous épargnant 1000 ans de déclin technologique et ayant à redécouvrir les anciennes connaissances et technologies. Il est fascinant de penser à ce scénario du « et si », et quelque chose de similaire aurait pu se produire si Héron d'Alexandrie avait compris le potentiel révolutionnaire de son néolipile. Mais il ne l'a pas fait! Et donc, cette chronologie n'a pas eu lieu, mais la nôtre a eu lieu. Rome ne s'est jamais industrialisée, et l'Empire occidental est déjà tombé 400 ans après la mort d'Héron. Et une grande partie des connaissances, technologies et ingénierie antiques ont été perdues et ont dû être redécouvertes dans un processus long et brutal, où l'humanité retomberait à un niveau technologique similaire à celui de l'âge du bronze et où l'humanité devrait redécouvrir même les inventions les plus basiques. Dans la Britannia post-romaine, par exemple, même la forme la plus basique de production de poterie a été oubliée, ou la construction avec du béton, ou les maisons avec des toits en tuiles. Tout devait être redécouvert dans un processus long et laborieux. Nous ne pouvons donc que nous demander où nous en serions maintenant si Héron avait compris le véritable potentiel de son néolipile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, chers téléspectateurs, et un grand merci en particulier à nos chers supporters sur plateforme de financement participatif et à nos supporters via l'adhésion à YouTube. Vous êtes formidables, et toute l'équipe de Majorianus est extrêmement reconnaissante pour votre soutien, et nous vous suggérons fortement de regarder notre précédente vidéo sur les 10 technologies romaines les plus incroyables pour voir que les Romains n'étaient vraiment pas si loin d'une révolution industrielle. Ou, si vous êtes plus intéressé par l'architecture romaine, nous vous suggérons l'autre vidéo sur la dernière grande activité de construction à Rome. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine et à tous ceux qui, comme moi, sont absolument fascinés par l'Empire romain tardif. Merci amis de l'Empire romain et au revoir.